Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Dom, je suis toujours malade alcoolique mais en rétablissement heureux. Dans ma dernière vidéo, je vous ai raconté ma descente aux enfers, comment ce 1er février 2016, j'ai voulu mettre fin à mes jours. Il s'est passé beaucoup de choses ensuite et je vais essayer aujourd'hui de vous les raconter d'une manière la plus sérieuse et la plus honnête possible. Je vais vous raconter comment j'ai vécu cette cure suite à ma tentative de suicide. Le 1er février 2016, mon fils ayant appelé les pompiers, je me suis retrouvé aux urgences psychiatriques de l'hôpital près de chez moi. Là, je me suis réveillé dans la soirée après 15 heures de coma, entouré de mes enfants. Et là, j'ai commencé à rencontrer un médecin, un dictologue, un psychiatre. Les journées qu'on suivit étaient très nébuleuses. Je ne savais pas vraiment ce qui m'était arrivé, je ne comprenais plus grand-chose. Et quelques jours plus tard, j'ai repris conscience des événements. Ayant très peur de l'hôpital, de la psychiatrie, pour moi c'était réservé aux fous, j'ai donc atténué la motivation que j'avais dans ce suicide. J'ai donc tenu un langage un peu inverse en expliquant que c'était un appel au secours, que j'avais un problème d'alcool et que ce n'était pas réellement une volonté de ma part de vouloir mourir. Là, je mentais. Je mentais, mais stratégiquement. J'avais trop peur qu'on m'interne. Les premiers entretiens avec le médecin addictologue m'ont fait peur, puisque cette personne a insisté sur les dégâts qui devaient être occasionnés sur mon corps. Elle parlait de mon foie qui avait grossi, qui était dur, donc il fallait vérifier tout cela. Le psychiatre, lui, était vraiment à mon écoute et a essayé de comprendre mon mode de fonctionnement, pourquoi je m'étais retrouvé dans cette situation et comment était venue la descente aux enfers. Je lui ai expliqué très calmement mon passé ainsi que l'emprise qu'avait l'alcool sur mon quotidien dans les dernières semaines. Ce psychiatre a cru percevoir chez moi l'envie de m'en sortir. Il m'a donc proposé, au bout de 3 semaines d'hospitalisation, de rejoindre un centre qui traitait les addictions et les dépressions. Une ambulance m'a emmené le 22 février dans ce centre. Je me rappelle traînant ma grosse valise, arrivant au milieu de ces gens qui me regardaient. Je me suis dit, où suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Ils ont tous l'air à moitié out. J'avais l'impression de revivre vol au-dessus d'un nid de coucou. J'étais dans un monde qui me semblait étrange. Les gens me semblaient fonctionner au ralenti. Moi, j'étais encore sous médicaments et j'avais une bonne pêche physique. Cela m'a inquiété très largement. Je me souviens, heureusement, dès le premier repas, mon voisin de chambre m'a présenté à d'autres amis qui semblaient hyper sympas. Là, j'ai commencé à prendre confiance et je me suis laissé porter par les événements. Les premières journées ont été difficiles pour moi, puisque très peu d'activités. On assistait environ pendant 1 heure chaque jour à ce qu'ils appelaient des groupes pédagogiques, animés par une psychothérapeute. C'était intéressant, on était une 30aine de patients à chaque groupe, et j'avoue que là, j'y prenais un certain plaisir à entendre certaines choses qui étaient pour moi des nouveautés. La première chose qui m'a bouleversé, qui m'a vraiment entraîné dans cette aventure, dans cette cure, est le fait que la thérapeute
nous disent que nous sommes malades, que l'alcoolisme est reconnu depuis une trentaine d'années comme une maladie. Donc ce n'était pas une tare que j'avais, ce n'était pas un vice, j'étais malade. Et là, j'avoue, j'ai apprécié parce que je me suis dit, si je suis malade, on va certainement pouvoir me guérir. Et là, la deuxième nouvelle qui est arrivée derrière, c'est qu'on m'a dit, mais malheureusement, cette maladie est chronique. On n'en guérit jamais. Le seul moyen pour se rétablir de cette maladie, c'est l'abstinence totale. C'est-à-dire que plus jamais je ne devrais boire de l'alcool. La vie dans ce centre était un petit peu au ralenti pour moi. On ne pouvait pas sortir pendant les 2 premières semaines tant qu'on n'avait pas fait son récit de vie. Son récit de vie, c'était tout simplement devant une assemblée d'autres patients, dans mon cas ils étaient une vingtaine, coucher sur le papier un résumé de sa vie, notamment les différentes étapes qui nous ont fait aller vers la consommation d'alcool. Il fallait l'écrire sur le papier et le lire après devant tout ce public. Et pour moi, ça n'a pas été chose simple au début. Puis une fois lancé, j'ai tout raconté, j'ai tout déballé sur le papier. J'ai raconté mes souffrances, j'ai raconté la progression dans la consommation d'alcool. Et après, je me suis senti capable de lire ça devant tous ces gens que je connaissais à peine. En conclusion, après ce petit passage obligatoire dans la thérapie, j'étais très soulagé. J'avais partagé avec ma thérapeute ce récit avant de l'évoquer devant toute l'assemblée, et elle avait, avec moi, souligné certains points de ma vie qui étaient intéressants. Et j'avoue qu'elle m'a beaucoup aidé à mieux voir clair dans ce que j'appellerais ma logique de consommation. Pendant les 2 premières semaines, aucune possibilité de sortir du centre tant qu'on n'avait pas fait ce récit de vie. On avait droit à des visites. Moi, je me souviens que des amis sont venus me voir et que je commençais à leur dire que j'allais me tirer de là. Ça ne bougeait pas assez, 1 heure de groupe pédagogique par jour, je ne voyais pas la finalité de tout cela. J'ai compris plus tard que c'était une mise en condition. Ces 2 semaines, ça permettait certainement au personnel soignant, aux thérapeutes, de nous observer pendant ces groupes pédagogiques. Et ensuite de décider s'ils allaient nous faire rentrer dans ce qu'ils appelaient les groupes de couleur, c'est-à-dire les groupes de travail. Ça a été chose faite pour moi. Au bout de 2 semaines, après mon récit de vie, ma thérapeute m'a proposé de rentrer dans un groupe composé de 5 personnes et là de vivre des choses d'une manière un peu plus intense. Chaque jour, nous avions des réunions entre nous, des réunions de partage avec la thérapeute. Et là, j'ai expérimenté pour la première fois les partages sur des sujets divers et variés avec d'autres personnes. J'ai pris petit à petit de l'assurance à pouvoir m'exprimer en public, même si ce n'était pas beaucoup de monde, mais à exprimer mes émotions, mes ressentis, à raconter beaucoup de choses de ma vie, jusqu'au point d'aller parler de mes transgressions sur certains points, à me mettre nu devant les autres, à déposer mes valises. Je commençais à partager, ça me faisait un bien énorme. En plus, chaque semaine, la thérapeute nous donnait individuellement un exercice à faire sur le papier, un objectif à atteindre pour la semaine suivante. Je me souviens dans les objectifs, elle m'avait dit qu'il fallait à tout prix que j'arrête de vouloir tout contrôler et que je
j'écrive, je mette sur le papier mon sentiment par rapport à ce défaut. D'autre part, nous avions à écrire 3 étapes pendant le programme qui suivait. La première étape était certainement la plus douloureuse puisqu'on devait citer environ une quarantaine de conséquences suite à notre consommation. J'ai dû mettre sur le papier ces conséquences, comme on les appelait, écrire très précisément les choses que j'ai fait subir aux autres quand j'étais sous l'emprise de l'alcool. 42 exemples dans tous les domaines, aussi bien dans le domaine financier, familial, affectif et autres. Ça n'a pas été chose simple, mais je me suis pris au jeu parce que je me suis rendu compte que ça allait me permettre de déposer, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, les valises, de me mettre à nu et de m'abandonner à cette thérapie, de me laisser aller. Pour une fois dans ma vie, pas vouloir contrôler tout ce qui m'arrivait. Les thérapeutes nous répétaient qu'elles allaient nous mettre à disposition une boîte à outils. Une boîte à outils pour notre établissement. Et c'est vrai que là, j'ai redécouvert beaucoup de choses que j'avais enfouies depuis des années à cause de mon alcoolisme. On m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je regagne l'estime de moi, que je réapprenne à m'aimer. Cette chose m'a paru surprenante au début, mais évidente, après quelques réflexions. On m'a appris aussi à encourager l'ouverture d'esprit, ainsi que mettre de la bonne volonté dans tout ce que j'entreprenais. J'ai noirci beaucoup de papiers autour de ces outils, des réflexions que cela m'inspirait. Mais en plus, je me suis habitué à les pratiquer au quotidien, dans ma relation avec les autres, dans ma manière de penser. Le thérapeute nous disait qu'il fallait à tout prix, si on ne voulait pas retomber dans les vicissitudes du passé, changer de mode de vie, changer de mode de pensée. Cela a été une évidence pour moi, puisque je n'avais plus, dans la consommation, la capacité de penser par moi-même. L'abstinence me redonnait la liberté de penser, et il fallait à tout prix, en profiter. Voilà ce que je me disais pendant la cure. Donc, j'ai joué le jeu. J'ai joué le jeu à fond. Je me suis, comme je l'ai dit déjà une fois, laissé aller, abandonné. Pour une fois dans ma vie, c'est les autres qui me guidaient. C'était plus moi qui guidais les autres. Durant les 6 semaines qui suivirent, nous allions 2 à 3 fois par semaine à des réunions extérieures dans les fraternités Narcotiques Anonymes et Alcooliques Anonymes. Pour les réunions des Narcotiques Anonymes, nous devions aller sur Paris. Les réunions étaient pour moi un petit peu angoissantes parce que beaucoup de monde, je ne ressentais pas obligatoirement une proximité avec les gens dépendants des drogues. Moi, je ne connaissais que l'alcool. Mais par contre, dans les réunions alcooliques anonymes, là, je m'y suis senti très bien, très vite. J'ai été accueilli dans 2 groupes différents aux alentours du centre. Et j'avoue que des premiers liens d'amitié se sont tissés déjà à ce moment. Là, en plus des gens malades que j'avais autour de moi dans le centre, je rencontrais des gens qui étaient à l'extérieur dans la vie de tout le monde
et qui avaient la même maladie que moi, et qui, certains, témoignaient de plusieurs années, 15 ans, 20 ans d'abstinence. J'avoue qu'à ce moment-là, j'étais quand même ébloui, surpris par la possibilité, la capacité de se rétablir. Je trouvais enfin ça faisable, puisque d'autres avant moi l'ont fait. Et je me suis très vite mis à la lecture de la littérature des alcooliques anonymes pour mieux comprendre le cheminement de ces personnes. J'ai ensuite appris que ce qui était pratiqué dans ce centre s'appelait le modèle Minnesota. Et ce modèle Minnesota était élaboré à partir du programme des alcooliques anonymes, du programme de rétablissement des alcooliques anonymes. C'est pour cela qu'on parlait déjà de première, deuxième, troisième étape, et même déjà de spiritualité dans les cours pédagogiques qui étaient dispensés dans l'établissement. Ce modèle Minnesota est malheureusement très peu utilisé en France parce que je crois qu'il n'y a que 2 ou 3 centres qui le pratiquent. Pour moi, ça a été certainement une chance inouïe d'habiter très près de l'un de ces centres. De la gratitude pour les soignants, j'en aurai toute ma vie. Pour tous les gens qui ont cru dans mon rétablissement, évidemment. Mais j'aurais rajouté que la réussite de cette expérience repose sur la prise de conscience que j'ai eue et sur mon travail. Ça ne s'est pas fait tout seul. Il a fallu vraiment que j'arrache de mes viscères beaucoup de choses, que je fasse un travail d'introspection qui soit honnête, la rigoureuse honnêteté. J'ai oublié de l'évoquer tout à l'heure, mais la rigoureuse honnêteté m'a beaucoup aidé. Et toute cette épreuve, même si elle n'a pas été douloureuse, m'a enseigné que pour que je vive heureux, il fallait que je sois dans l'humilité et l'altruisme. Ce sont des principes de base que l'on retrouve dans le programme de rétablissement des AA. Les alcooliques anonymes, pour cela, ont été pour moi une vraie et belle rencontre. J'avoue que sans eux, je ne serais peut-être pas de ce monde aujourd'hui. Peut-être pas, je ne saurais jamais, mais en tous les cas, ils sont arrivés au bon moment dans ma vie. J'ai dû donc travailler un plan de sortie sur le papier. Ce plan de sortie devait décrire la manière dont j'allais vivre dès que je repartais chez moi. Comment j'allais occuper mon temps en dehors de la partie professionnelle. Comment j'allais éviter surtout de retomber dans des vieilles et mauvaises habitudes. Après le plan de sortie, j'ai dû, c'était la fin de ma thérapie, faire un au revoir. Comme j'avais fait mon récit de vie à l'entrée dans cet établissement, j'ai dû faire devant toute une assemblée de patients et de thérapeutes un au revoir et décrire un petit peu mon séjour et mes ambitions pour ma sortie. Ça a été un moment très chaleureux, puisque pas mal de patients m'ont témoigné de leur amitié, voire plus, à cette occasion. Mon discours a été empreint de beaucoup de tendresse et en même temps de nervosité. J'ai parlé avec mon cœur une fois de plus. Ce que j'ai appris finalement pendant cette cure, c'était de parler avec mon cœur. Chez les AA, on appelle ça le langage du cœur. Croyez-moi, c'est quelque chose qui traverse toutes les difficultés, qui nous permet d'être compris par tout le monde, le langage du cœur.
Dans tous les outils qu'on a mis à ma disposition pendant cette cure, il y en a un qui est essentiel et qu'il faut garder à l'esprit dès sa sortie. C'est ce qu'on appelle le RTL. C'est pas une radio, mais R pour réunion. L'obligation, pas l'obligation, la nécessité d'assister à des réunions de fraternité. Les réunions sont vraiment indispensables dans le rétablissement. Je suis à plus de 14 mois de rétablissement. Je fais minimum 2 réunions par semaine. Et j'y trouve un bienfait énorme dans mon rétablissement et dans le maintien de mon abstinence. Le thé, lui, c'est pour le téléphone. J'avoue que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. 1 ou 2 fois pour appeler mon parrain, pas pour des difficultés, mais le téléphone, on doit avoir une liste d'amis et en cas de difficulté, ne pas hésiter à téléphoner en cas d'envie de consommer, plutôt que de prendre un verre, décrocher le téléphone. Voilà ce qu'on nous apprenait. Et la troisième chose, le L pour littérature. Là, j'avoue que moi qui n'étais pas du tout un lecteur, j'ai acheté quelques bouquins de la littérature AA et autres même, traitant du sujet de l'alcoolisme. Et j'avoue que j'ai dévoré des pages depuis l'année passée, beaucoup de textes, et que ça m'a beaucoup aidé, à tel point que même moi aujourd'hui je suis en train d'écrire quelque chose pour moi-même, mais un livre racontant un petit peu toute cette expérience. Le RTL, c'est un outil indispensable, je crois, pour beaucoup d'amis, pour éviter la rechute. Retrouver sa sobriété physique, pour moi, a été très facile en quelques jours à l'hôpital avec des médicaments. Mais retrouver une sobriété mentale a été beaucoup plus compliqué. Mais j'ai joué le jeu pendant cette cure. J'ai suivi de tout près les conseils qui m'ont été prodigués. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je change. Sinon, je retombais dans mes défauts, mes déviances passées. Pour moi, aujourd'hui, c'est très agréable d'avoir retrouvé cette sobriété mentale, d'avoir mis de côté cette détresse qui remplissait mes journées. Tout cela, je le dois aux autres et surtout à moi-même, à ma volonté de m'en sortir. Ce travail continu ne s'achèvera jamais. C'est le travail de toute une vie. Le travail chez Léa en 12 étapes. J'y crois, ça marche et je m'accroche. À bientôt.